Donc, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre tout premier webinaire, le premier webinaire de Synapse, sur la thématique de comment accompagner l'expansion de son réseau de points de vente grâce à la data. Donc, c'est un sujet vaste, un sujet d'actualité, notamment avec la crise du Covid qu'on est tous en train de traverser. Aujourd'hui, donc en guest, je pense que vous l'avez deviné à travers de la communication qu'on a effectuée, on va voir Adil Boudadi, qui nous a fait l'honneur de venir échanger un peu ses best practices, ses tips, les problèmes qu'il a pu rencontrer aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, et Michael, donc qui était un unexpected guest, fondateur de Synapse, qui va parler un peu de la solution qu'il a mis en place et qu'il a lancée il y a quelques années aujourd'hui. Michael, je te laisse donc la main nous expliquer le concept de Synapse. Alors, sachant que si on va juste excusez-moi, si on va sur la slide après, au niveau du programme d'aujourd'hui, donc bien sûr, on va laisser les participants se présenter, vous donner un peu de contexte. On va interviewer Adil Boudadi. On va voir comment Synapse peut répondre aux problématiques qui auront été évoquées et on se laissera 5-10 minutes à la fin pour répondre aux questions de tout le monde. Donc, pour les questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et on y répondra à la fin. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Ouais, c'est bon. C'est bon, oui. OK. Donc, on fait ce webinaire dans une situation particulièrement intéressante, qui est celle d'un phénomène de rattrapage. Il y a eu un gel des environnements commerciaux dans les grandes villes du monde entier, et en particulier en France, depuis 18 mois. Et là, on se retrouve à un moment donné où les cartes sont en train d'être rebattues très profondément et où on a des acteurs qui ont décidé de se lancer, soit en individuel, soit parce qu'ils ont fait des levées de fonds. Par exemple, des réseaux de sushi qui ont levé des fonds pour faire une expansion et en France et dans les pays européens, par exemple. C'est quelque chose qu'on voit à peu près partout. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui étaient présents et qui sont plus là après la crise, et donc beaucoup de disponibilité. Et de l'autre côté, des gens qui veulent se lancer, ils changent de travail, ils veulent se lancer, ouvrir un restaurant par exemple, et des réseaux qui, eux, vont avec des moyens qui sont considérables. Donc, tout le problème maintenant, c'est de savoir de ne pas mettre ces pions, ces jetons sur les mauvais numéros, et de se positionner sur les bons lieux. C'est ça qui va être déterminant sur la suite. Donc, comment on va être capable de savoir si l'endroit sur lequel on va mettre ses moyens ou les endroits sur lesquels on va mettre ses moyens sont les plus pertinents? Il y a plusieurs moyens. Alors, on va commencer par une présentation d'Adil, hein, qui a une expérience approfondie, détaillée sur le sujet, qui va donner le point de vue vraiment des gens qui ont fait de l'ouverture, font de l'ouverture, dans un premier temps. Et ensuite, on va montrer comment à Synapse, nos clients utilisent la data pour gagner du temps et gagner en sécurité, surtout en efficacité, dans le cadre de ces ouvertures. Je te laisse la parole, Adil. Merci beaucoup, Michael. Bonjour à tous. Donc voilà, Adil Boudadi. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans l'industrie du luxe, avec une expérience qui a commencé à Paris, ensuite aux États-Unis et pendant 7 ans à Londres chez Alexander McQueen Kering et ensuite maintenant à Milan depuis novembre dernier. Mon parcours est assez atypique parce que je me considère comme un peu une sorte d'extraterrestre dans cette industrie, dans le sens où je suis arrivé avec un background qui était très, on va dire, mathématiques appliquées et stratégie. Et j'ai commencé en tant que business analyst
Et puis, progressivement, j'ai eu la chance chez Alexander McQueen de monter une nouvelle business unit qui s'appelle Decision Intelligence et qui est en fait une sorte de combinaison entre, on va dire, la BI, la data science, la stratégie et les process. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait une sorte de cœur de métier qui était très orienté vers la supply chain. Supply chain qui est diverse, c'est-à-dire une supply chain qui était montée sur la data, où on utilisait la data pour en tout cas prendre nos décisions, et ce qui a contribué au succès d'Alexander McQueen sur les 5 dernières années. Mais aussi, on a créé ce qu'on appelait un écosystème qui, en gros, permettait d'enlever au maximum les frictions entre le directeur artistique, donc la personne qui crée les produits en sein d'une maison de luxe, et la personne qui vend dans les boutiques. Et du coup, c'est ce que je disais à Mickaël, j'ai eu la chance de rencontrer Simaps il y a 2 ans à Vivatech à Paris, parce que je trouvais ça assez disruptif d'avoir une techno qui permet au final de donner de la data aux retailers pour soit prendre les bonnes décisions en termes d'expansion de prochaines boutiques ou optimiser le réseau retail déjà existant. Donc voilà, ça c'est pour le background. Ok. Du coup, toi, ton parcours, Adil, il est orienté très luxe. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a des différences qui sont fondamentales entre le retail luxe et le classique? On se doute que oui, mais en fait, quels sont-ils? Mais en fait, le retail, c'est un terme qui est tellement vaste qu'au final, on va dire que le luxury retail est une niche du retail. Et ça vient et je crois que c'est la slide, pardon, d'avant, déjà l'expérience. Et encore une fois, un exemple typique, qu'est-ce qui fait la différence entre un client, une personne qui va choper chez H&M et une personne qui va choper chez Hermès avenue Montaigne, voilà, ou rue Saint-Honoré. Donc déjà, il y a l'expérience qui va être complètement différente. Ça va être de l'engagement qui va être one-to-one, ça revient en point 4, etc. Mais déjà, l'expérience en tant que telle est primordiale dans l'industrie du luxe. Beaucoup de storytelling aussi. Qu'est-ce qui va au final justifier le fait qu'une personne va acheter un produit avec un average price point qui est bien plus élevé que de l'high street, etc. Donc, ensuite, le deuxième point, c'est la curation. Qu'est-ce qui va faire au final c'est de moins en moins le cas, enfin, c'est assez différent maintenant, mais qu'est-ce qui va faire au final qu'une boutique, j'en sais rien, je vais dire à Omotesando à Tokyo, va avoir un assortiment qui va être différent d'une boutique à Milan via Monte Napoleone. Donc ça, c'est sur la curation en termes d'assortiment qui va être différente. L'exclusivity, au final, encore une fois, c'est lié au tampon qui est donné par la marque et aussi au prix, qui permet au final de ne pas avoir des produits qui sont mass market. C'est de moins en moins le cas aussi, comme on le voit en fait avec la pénétration de la streetwear dans l'industrie du luxe, où au final, maintenant, les codes, on va dire, du retail luxe commencent un peu à changer avec beaucoup de clients qui achètent au final des t-shirts, des baskets, et moins en moins de clients qui achètent des sacs, ce qui est aussi un impact démographique avec l'arrivée des Gen Z qui vont d'ici 10 ans devenir au final les clients majoritaires en termes de luxe. Donc l'exclusivité, quoi qu'il arrive, reste encore au centre du débat. Et le customer engagement. Customer engagement dans le sens où, pour un peu vous donner une sorte on va dire un secret background de l'industrie du luxe, mais une équipe retail, c'est un peu comme une équipe de foot, où chaque vendeur en fait arrive avec un portfolio de clients. Et en fait, les maisons de luxe se battent pour avoir les meilleurs vendeurs dans les meilleures villes parce qu'ils savent très bien que ces vendeurs-là vont arriver avec les plus grands clients qui vont au final d'un point de vue CRM, c'est une sorte de pyramide où les 20% de la base des clients génèrent 80% du revenu. Donc c'est un Pareto qui est très simple à comprendre. Mais le customer engagement est très important dans le sens où maintenant c'est une sorte de question clé. Comment font les maisons de luxe retail pour faire en sorte que les clients reviennent? Et le customer engagement fait partie de ces stratégies-là pour retenir le plus de clients possible. Ok, très clair. Et donc, du coup, quand vous cherchez à ouvrir des nouveaux points de vente finalement dans le luxe, ce qui va être le plus important pour vous, ça va être l'emplacement, non pas sur est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer autour ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup Enfin, ça va pas être sur ce type de données, mais ça va être plus sur le type de population qui va vivre autour, le type de population qui va
que la rue va amener à venir dans les magasins. Quand tu prenais l'exemple de l'avenue Montaigne, par exemple, on sait que finalement, tu vas avoir du Dior, du Louis Vuitton, etc. Et donc, se positionner dans ce genre de rue, pour vous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est finalement clé et vous devez être à côté de tous les gros. Finalement, les gros du luxe ramènent les gros du luxe. Ouais, c'est ça. Après c'est ce qui est intéressant dans le cas de Cimap, c'est pourquoi je trouve que c'est une techno géniale. J'ai pas été du tout payé par Cimap pour dire ce message-là, mais on va prendre l'exemple d'il y a, alors on va dire, 30-35 ans, où typiquement il y avait LVMH qui arrivait en Asie, notamment au Japon, en Corée, et arrivait en fait, et le real estate au final était gratuit. C'était un peu l'époque où Christophe Colomb découvrait l'Amérique, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc en fait, à l'époque, il y avait un market share qui était en fait à prendre pour le plus malin et celui qui avait au final le plus de cash. Maintenant, c'est un marché qui est différent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vu que le marché a évolué, il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, et après je ne parle pas pour tout le monde, mais à ma connaissance, il n'y a pas cette approche, on va dire, rationnelle de l'expansion du retail. Et quand je dis une approche rationnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une maison luxe, typiquement par mon expérience chez Kering, où McQueen est passé de 5 ans entre, je crois, on avait 2015, 25 points de vente en direct, retail, à plus d'une centaine maintenant partout dans le monde. Et l'approche, c'est, il faut être à côté des gros, parce que par définition, à partir du moment où on est à côté de Vuitton, Chanel, Hermès, donc les gens y vont. Donc au final, nous, les autres marques, on va dire un peu satellites, doivent être là-bas pour essayer de récupérer un peu des clients. Ou sinon, en fait, il y a cette approche entre directement un groupe et des boîtes de real estate qui ouvrent des malls, donc typiquement en Asie. Et au final, c'est voilà, on vend les emplacements, la boîte de real estate vend les emplacements. Ça c'était déjà pris par Dior, ça c'est déjà pris par Vuitton. Et au final, les gens, c'est un peu se battent sur ça. Donc et de l'autre côté, c'est une approche qui est, et c'est pour ça que je vais arriver à la conclusion. De l'autre côté, une fois qu'on va dire que l'emplacement a été un peu identifié, du coup, après, c'est basculé à l'équipe finance qui va arriver et faire une sorte de projection, un PNL sur 5-10 ans, tout dépendant de l'ouverture retail. Mais typiquement, si c'est on va dire un flagship store d'une certaine taille, on parle d'un payback d'entre 10 et 20 ans. Tout dépend, encore une fois, de l'emplacement, tout dépend du key money, tout dépend de la rente, du capex à mettre pour au final faire en sorte que la boutique soit jolie. Donc, ça revient à l'expérience client. Et en fait, c'est ça. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de connexion en termes, à aucun moment, on se dit, en fait, comment on peut arriver et être au plus proche de notre client. Parce que c'est ça, en fait, le but ultime, c'est pas d'arriver et d'ouvrir une boutique et de se dire, on va prier pour qu'il y ait du passage. Et non. Et je vais revenir à ça avec un exemple qui est assez illustratif. Si on prend l'exemple de New York. New York, typiquement, le luxe dans New York, c'était Madison Fifth Avenue. Donc, c'était pendant très longtemps, c'était ça. Et ça fait quelques années, ça fait, on va dire, 5-6 ans, que Fifth Avenue commence à mourir. Parce que beaucoup trop loin, beaucoup trop haut, etc. dans New York. Et Soho, en fait, a pris donc qui est en plus, qui est dans le sud de Manhattan, a pris le dessus sur ça. Mais au départ, très peu de gens ont parié sur Soho. Il y avait quelques boutiques qui étaient là, très peu de gens ont parié sur Soho. Et maintenant, en fait, les boutiques commencent à arriver, essayer de récupérer du real estate à Soho, mais ce qui est en fait, ils ont perdu, en fait, ils n'ont pas eu ce temps d'avance. En fait, s'il y avait eu Siemens il y a 5 ans, et que je suis typiquement une maison de luxe et j'ai envie d'ouvrir un emplacement à New York, techniquement, au lieu de me dire, en fait, je vais dépenser un frais monstrueux à ouvrir à Madison, je sais qu'en fait, je vais pouvoir sécuriser un key money, une rente qui est plus basse, parce qu'en fait, j'arrive en fait avec la data, me dit que mes clients, en tout cas les clients que je target, sont dans cette zone-là de Soho. Ou typiquement aussi, on peut dire l'exemple de Brooklyn aussi, qui commence aussi à frapper de plus en plus fort. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'enjeu de la data, et encore plus par rapport au Covid, qui au final, en fait, la pandémie, si vous voulez, a un peu nettoyé, on va dire, les gens qui avaient des mauvaises stratégies. Donc, en fait, c'est soit la stratégie est bonne et le bateau a réussi à tenir pendant la tempête, soit au final, beaucoup de gens, et on a vu beaucoup de marques de luxe arrêter pendant la pandémie. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'importance aujourd'hui de la data est clé.
Du coup, tu nous as fait une transition magnifique sur la question suivante qui allait arriver et qui était quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer finalement au cours de ta carrière sur tout ce qui est ouverture de magasins, de shops. Donc, tu en as un peu parlé. Ouais, donc déjà typiquement, le manque de data. Le manque Ouais. de data. Et même, je pense que ce qui est assez intéressant, encore une fois, dans l'approche de la techno, c'est qu'il y a deux, pour moi, on va dire, il y a trois strates. Il y a une strate qui est bien évidemment l'utilisation de la data pour l'expansion retail, nouvelles boutiques. Il y a une deuxième strate qui est pour typiquement les boutiques existantes. Et ce qui est intéressant, c'est l'optimisation des boutiques existantes parce qu'au final, et vous allez montrer juste après, mais la techno permet de savoir au final démographique des personnes dans la zone de chalandise, les langues parlées et tout, etc. Donc, l'optimisation typiquement de ma boutique en elle-même. Si je vois qu'au final, j'ai un staff, j'en sais rien, je donne l'exemple de Milan puisque je vis ici maintenant, mais j'ai un staff qui parle uniquement italien-anglais, mais qu'au final, si Maps me dit que j'ai des personnes qui parlent énormément français qui sont dans ma zone, j'ai des personnes qui parlent énormément russe dans ma zone et que j'ai aucune personne dans mon staff qui parle ces langues-là, c'est un problème. Alors oui, effectivement, tout le monde parle anglais, mais il y a toujours cette différence de parler la langue de la personne et ça fait partie aussi des codes du luxe. Donc il y a ça. Il y a le shift digital où tout le monde, en fait, tout le monde pense que le brick and mortar est mort grâce à notre ami Jeff Bezos. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense juste qu'au final, le shift digital va contraindre le luxe à opérer de façon différente d'un point de vue expansion retail. Donc, pas forcément en fait avoir les plus grosses boutiques dans les plus belles avenues du monde, mais vraiment au final avoir typiquement en fait des pop-up stratégiques qui vont permettre directement d'arriver et de senser un peu l'appétit du marché. Donc ça, c'est ce qui se fait de plus en plus. Typiquement Hermès qui a ouvert dans les Hamptons, Vuitton qui a ouvert à Soho à New York pour l'homme. Donc ça se fait un peu de plus en plus, mais je pense que du coup ce shift digital qui aujourd'hui est en train de séparer le monde physique du monde digital, je pense que ce paradigme devrait ne plus exister dans le sens où justement en fait la data est là au service du monde physique. Donc ça je pense que c'est un problème qui avait eu lieu jusqu'à présent, mais aujourd'hui avec typiquement techno comme Symaps devrait aider justement les acteurs pour bonifier leur stratégie. Ensuite, il y a le troisième point, c'est l'overdose omnichannel. L'overdose omnichannel où tout le monde parle d'omnichannel, omnicanal, stratégique, etc., mais personne n'en fait vraiment. Sauf vraiment les pure players omnichannel. Mais dans le luxe, l'omnichannel ne se fait pas vraiment. Et au final, ça met, encore une fois, les gens dépensent énormément d'énergie à essayer de mettre en place des choses qui prennent du temps et ne pas justement se focus sur ce qui existe aujourd'hui, ce qui est quelque chose de tangible, donc sur le réseau retail aujourd'hui existant et faire en sorte justement d'utiliser la data pour ça. Et le quatrième point, bien évidemment, difficulté rencontrée Covid. Je me souviens fin février de l'année dernière que ça avait pété et que mon ancien CEO me demandait de faire des projections sur l'impact du Covid. Chose absolument impossible à faire. On était tous partis en quarantaine pour 2 semaines. Ça fait 1 an et demi qu'on est entre la maison et le bureau. Donc l'impact Covid, encore une fois, a été évidemment une difficulté énorme parce que quarantaine partout, ça réouvre, ça referme, les touristes ne peuvent pas venir. Donc, typiquement, l'Europe est énormément impactée. Quand on prend l'exemple du retail, on va prendre les department stores en France, que ce soit du Galeries Lafayette, du Printemps, Samaritaine, Le Bon Marché, etc., sont énormément impactés par le fait qu'il n'y ait pas de touristes, et en tout cas pas de touristes asiatiques. C'est le cas de Galeries Lafayette principalement et du Printemps. Donc ça aussi. Et comment en fait, et ça c'est des choses que les gens aurait pu anticiper, oui ou non, parce que personne ne pensait que la pandémie allait durer aussi longtemps. Mais justement, c'est comment maintenant en fait adapter la stratégie par rapport à ça. C'est-à-dire que typiquement, demain, les Galeries Lafayette utilisent Symaps, ils vont en fait voir des insights auxquels ils ne pensaient pas. Et ce qui est normal, tout est là. C'est ça en fait tout l'enjeu, la beauté de la data, c'est d'avoir accès, en fait, d'enlever les on-dit et les idées reçues, en fait, prendre vraiment de la data brute qui va permettre de générer des insights derrière. Ouais. Merci encore pour ton témoignage et merci pour la transition. Très facile.
Du coup, Mickaël, je propose que là, il nous reste 6-7 minutes. Je te propose de faire une démo, Mickaël, finalement de l'outil que tu as mis en place. Tu nous donnes un peu de contexte également sur à partir de quelle problématique tu es parti pour avoir l'idée de développer un outil tel que celui-ci. Merci David et merci Adil, c'était super intéressant. Merci pour le partage. Pour reprendre un petit peu la métaphore d'Adil, de Christophe Colomb, Synapse, c'est ça, hein, c'est un outil qui va permettre de faire du benchmark. Donc, on peut faire du benchmark déjà au niveau de la destination. Est-ce que je dois aller ouvrir en priorité en Espagne ou au UK, par exemple, si je suis une chaîne de sushi française. Ensuite, ça va être où est-ce que je vais mettre mes touchpoints, où est-ce que je vais mettre mes restaurants. C'est à la fois le potentiel d'attraction dans le restaurant, des gens qui vont manger en salle, et aussi le potentiel de livraison. Parce qu'on va faire, en fonction des restos, ça peut être du 50-50 entre les ventes sur Deliveroo et les ventes dans le restaurant, par exemple. Donc, on choisit une destination, on choisit où est-ce qu'on va mettre ces touchpoints sur le chemin, on va dire, et ensuite, on ajuste la voilure. Ajuster la voilure, c'est-à-dire j'ai une flotte de touchpoints, par exemple des restaurants, dans le cas d'une chaîne de sushi, et il y en a certains qu'il va falloir que je modifie, que j'agrandisse, que je relocalise en gardant le même manager, en gardant le même staff. Et ça, c'est de l'ajustement de voilure. C'est-à-dire qu'il y a un marché avec de la valeur qui est captable. C'est comment on va faire pour avoir la bonne voilure au bon endroit, le bon format au bon endroit, etc. Donc, c'est un outil qui permet de faire ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Normalement, oui. Je vais partager tout l'écran. De toute façon, le stream est enregistré, donc on vous partagera la vidéo après, s'il y en a qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin. On vous montre rapidement l'outil. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'écran, si vous voulez confirmer. Si, on voit très bien, Mickaël. Ok, cool. Ouais, merci. Marc, tu veux intervenir peut-être? Pas du tout, pas du tout. Juste, c'est pour te confirmer qu'on voyait très bien ton écran et qu'on attendait la démo, justement. Ok, Merci. super. Parfait. Donc, je vous montre rapidement. Donc, c'est un outil qui est international, mais on va faire la démo sur la France parce que c'est en français. Donc, je vais être capable de faire deux choses. Soit trouver des lieux pour ouvrir un nouveau touchpoint, un nouveau magasin, un nouveau restaurant, soit trouver des lieux pour aller vendre mes produits sans ouvrir. C'est-à-dire que je vais m'appuyer sur des gens qui, eux, ont déjà ouvert. C'est les deux use cases sur lesquels intervient Synapse. Donc, imaginons que je sois dans le premier cas, donc le cas classique de l'ouverture. Donc là, je vais choisir mon pays. Ensuite, je vais choisir une zone. Donc, est-ce que quelqu'un a une zone en tête en France qui l'intéresse? Bordeaux. Ok. Donc, par exemple, Bordeaux. Donc, on va prendre Bordeaux et un peu plus autour des boulevards. Voilà, hop, cette zone, par exemple. On va trouver, par exemple, les endroits où j'ai le plus de personnes présentes, on va dire, entre 18h et 23h59. Donc, imaginons que moi, je cherche à ouvrir un bar ou un restaurant, par exemple. Donc là, l'outil va aller récupérer le passage des personnes qui sont à pied sur ces horaires-là. Ensuite, on va dire, est-ce que j'ai des démographiques qui m'intéressent particulièrement? Donc, on va dire, par exemple, voilà, les gens qui ont la médiane de revenus la plus élevée, c'est ce qui nous intéresse. On va prendre ça, par exemple. On va prendre aussi des professions, des cadres, par exemple. Nombre de cadres de profession intellectuelle, voilà. Par exemple, on va prendre celle-là. Ensuite, on peut reprendre n'importe quoi, hein. Mais bon, on va prendre ça pour simplifier. Et ensuite, je veux une zone où j'ai peu de restos, par exemple, parce que j'ai envie d'être dans une zone où justement il y a un appel d'air au niveau du marché. Je ne veux pas que la concurrence soit trop élevée. Je veux aussi peu de sushi, par exemple. Et
Et ensuite, je veux que ce soit une zone où j'ai, par exemple, beaucoup de bureaux, imaginons. Donc là, c'était peu. Hop, voilà. Donc, c'est un exemple tout bête, mais on pourrait faire n'importe quoi. Voilà. Et ensuite, je vais dire quelle est l'importance de mes différents critères. Donc, le passage, c'est ce qui est le critère le plus important. Nombre de personnes qui sont une haute médiane de revenus, donc qui ont un pouvoir d'achat plus important, et nombre de cadres, on va dire que c'est super important aussi, un peu moins important que le passage, mais super important aussi. Peu de restaurants, oui, c'est important. Alors, en même temps, je ne veux pas être trop isolé non plus, mais je veux être dans un endroit où il y a un appel d'air. Pas de sushi, imaginons que je veux faire du sushi, donc c'est super important pour moi, et beaucoup de bureaux. Imaginons que c'est Allez, par exemple. On va appeler ça sushi Bordeaux, par exemple. Imaginons que je veux. Ouais. Donc là, si je résume, finalement, on a accès à 3. On va avoir toutes les amenities, donc le type d'infrastructure qu'on va avoir dans une zone, que ce soit des restaurants, des bars, des hôpitaux, n'importe quoi. Et on va avoir finalement la troisième variable qui est liée à la population qui habite aux alentours. C'est bien ça. Donc là, on voit le résultat. J'ai changé d'onglet parce que en fait, j'étais pas sur le bon site. Mais là, c'est bon. Donc là, on a le résultat qui s'affiche. Et donc, du coup, on va voir, là, c'est un endroit où il y a peu de sushis, de pizzerias, de restaurants coréens et vegan, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Beaucoup de personnes, là, c'était à midi, qui passent entre midi et 2 heures de l'après-midi. Beaucoup de personnes de haut revenu, qui ont un haut revenu, beaucoup de personnes de cadres, par exemple. Et donc, j'ai un ranking des différentes zones sur Bordeaux. Bon, alors là, c'est le triangle d'or, hein. C'est super cher de prendre de l'immobilier là. On aurait pu prendre en compte le prix de l'immobilier aussi. Là, typiquement, ces zones, elles scorent mal parce que j'ai beaucoup de restaurants dans les catégories qui m'intéressent. Là, j'en ai 8 à cet endroit-là, par exemple. Donc, ça ne score pas très bien. Et donc, tout ça, ça va me dire, là, j'ai une opportunité à cet endroit-là, par exemple. Parce que là et là, mais celle-là est intéressante parce qu'elle n'est pas trop chère autour de la rue Fond-de-Neige. Donc là, j'ai peu de restaurants dans les catégories qui m'intéressent, donc j'ai une ouverture de marché. J'ai beaucoup de passages entre midi et 2 heures. J'ai des revenus qui sont forts, etc. Donc là, ça serait un endroit à qualifier. Donc, je ne sais pas si tout le monde est clair sur le type d'output qui sort en termes de zone. En fait, ce qui est flagrant également, c'est qu'en fait, ces informations, on y a accès instantané. Donc, pas besoin de mandater des bureaux pour faire des études, etc. C'est-à-dire qu'un outil comme Symaps met à disposition ce type d'informations à tout le monde et instantanément. Et partout dans le monde. Exactement. Ensuite, donc là, on est vraiment sur du zoning. Si on veut aller maintenant sur quelque chose de plus détaillé, j'ai une adresse en tête et je veux la comparer avec une autre adresse, je veux voir la valeur de cette adresse particulière. On est capable de générer des rapports pour n'importe quel lieu, beaucoup plus profonds et détaillés. Sauf qu'on ne sera pas sur de l'instantané, ça va prendre 1 minute pour générer. Donc là, je vous donne un exemple de rapport. Si j'arrive à switcher de tab. Sachant qu'il est 13 heures, donc on a déjà un petit peu de retard, mais on ne va pas tarder à terminer. Donc là, ça ressemble à ça. Donc là, c'est par exemple ce qu'on fait avec un de nos clients côté sushi et le pizzeria Piperno Napolitaine. Donc voilà, c'est un rapport généré automatiquement qui peut être généré pour n'importe quel endroit et on va avoir qui est utilisable dans le cadre d'un projet de franchise. Donc il sera utilisable auprès de son banquier par le franchisé. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va avoir déjà les zones d'influence, donc à pied, à vélo, en voiture, en fonction des temps de trajet. On va récupérer des démographiques. Donc là, ça va être le nombre de ménages à proximité en fonction de la distance. Les pyramides des âges en fonction de la distance, comparé avec la moyenne nationale, ou ça pourrait être comparé avec la moyenne de la ville, par exemple. Le nombre de personnes qui vont être actives au chômage, étudiants, retraités, toujours comparé avec le national, ou ça pourrait être comparé avec la ville, par exemple, etc., etc. Je vais voir également tout ce qui est de l'ordre du passage. Donc, en termes de passage, ça ressemble à ça. Donc, on a des matrices, en fait,
par jour et par heure, on va avoir les pics de fréquentation. Donc là, c'est un autre exemple qu'on a à Londres, par exemple. Et donc ça, ce rapport peut être exportable, peut être générable pour n'importe quel endroit, ou alors je peux me déplacer dans l'outil et visualiser la donnée. Donc, imaginons, moi, je vais trouver par exemple les endroits où j'ai le plus de personnes entre 18h et 23h à pied, par exemple. Donc, on a la donnée partout. Hein. Donc là, on voit bien que ça marche pas, que ça marche de manière internationale. Et si on revient sur Bordeaux, et que je dis, bon, trouve-moi les 10 meilleurs lieux en termes de passage, par exemple. Sur Bordeaux, il faut laisser à l'outil le temps de rafraîchir. Voilà. Donc là, on va avoir en fait un zoning du nombre de personnes. Donc, les endroits où j'ai le plus de passages sur ces horaires-là, par exemple. Et si je clique, si je veux avoir une information sur, par exemple, 34 rue Faux d'Odège à Bordeaux, donc là, je récupère l'adresse et j'ai en fait une preview du rapport qui sort où je vais avoir le passage sur cette adresse précise, hein, c'est-à-dire qu'on est là sur le 34 rue Fond de Dège. Je vais avoir des démographiques qui vont s'afficher, je vais avoir un paysage urbain qui va s'afficher et je peux m'amuser non seulement à le faire sur une adresse, mais je peux le faire sur un très grand nombre d'adresses. Donc là, par exemple, on s'est amusé à le faire sur toutes les pizzerias en France, par exemple, que je vais vous montrer rapidement. Donc là, c'est toutes les pizzerias en France. Il y en a des dizaines de milliers. Donc, il faut attendre un petit peu que ça charge. Et donc, l'outil, si on utilise la version approfondie de l'outil, est capable de sortir ce même type de rapport. Donc, on va être capable d'avoir le nombre de personnes, les démographiques, l'environnement commercial et urbain que j'ai à proximité d'une adresse, d'un restaurant particulier, mais je vais m'amuser à le faire non pas sur un seul lieu ou sur une seule ville, mais sur toute la France. Donc là, par exemple, c'est toutes les pizzerias de France. Donc là, on est encore sur Bordeaux. C'est celle qui est numéro 1, la Boîte Pizza. Voilà, la Boîte Pizza qui est pas loin de la victoire. C'est elle qui fait le plus de, en termes de volumétrie. Là, j'en ai une autre, par exemple, Pizza Vivaio. Donc, celle-là, on est à Paris. Donc, on a les pics de fréquentation le mardi et le jeudi, par exemple. On va regarder qu'est-ce que j'ai à proximité. Donc, c'est énormément de restaurants à proximité de cette pizzeria, etc. Et ce que je vais pouvoir m'amuser à faire là-dessus, c'est trouver des lieux similaires. Imaginons que j'ai une adresse qui est super et je veux trouver d'autres adresses similaires. Pour faire du copier-coller, en fait, c'est un succès. J'ai ce bouton magique qui s'appelle Find Similar Locations et qui va me recommander des adresses similaires. Donc, ça peut être sur n'importe quel. Donc là, en fait, il va regarder des restaurants similaires, mais ça pourrait être n'importe quelle adresse similaire. Donc là, par exemple, on a une qui a 1,6 km de distance de celle que j'avais choisie et il compare. Donc, il regarde, en fait, qu'est-ce que j'ai comme nombre de fast-food à proximité, qu'est-ce que j'ai comme nombre de McDo. Bon, là, c'est des choses qu'on a choisies. Hein. Mais là, c'est le footfall. Donc, le footfall est exactement le même, quasiment exactement le même en fonction des jours. Les démographiques, est-ce que le nombre de cadres va varier, etc., etc. Donc, l'outil permet de faire ça. L'outil est international. L'outil peut être utilisé de manière légère en faisant tout simplement de l'exploration de données, me balader, regarder à telle ou telle adresse, de manière plus approfondie avec les rapports et vraiment là en mode là on passe à l'échelle, hein, on va dire bah, ok, on va sortir la donnée sur tous les sushis d'une zone particulière et on va faire de l'analyse là-dessus pour voir s'il y a des winning KPI, en fait, des caractéristiques qui font que tous les sushis qui ont tel et tel critère qui sont réunis vont systématiquement marcher. Et donc ensuite, on va extrapoler et dire, trouve-moi les endroits qui ont ces critères-là où il n'y a pas encore de sushi. Voilà, c'est comme ça que fonctionne l'outil. On regarde ce qui marche, on extrapole et on voit où est-ce à l'endroit où il y a l'espace sur le marché. Ok, très clair. On arrive en fin du webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience pour Michael ou pour Adil. J'ai une question pour Adil. Gardez du temps. Adil, tu as évoqué le manque de recours à la data et aux solutions optimales dans le secteur du luxe. Quelle est selon toi la meilleure approche
pour les initier ou les convertir? Leur montrer l'outil, hein, en fait. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai, parce qu'à partir du moment, et encore une fois, tu vois, enfin, moi, encore une fois, il y a 2 ans, quand j'avais rencontré Mickaël, j'étais à des années-lumière de me dire que c'était possible d'avoir un outil comme ça. Faut préciser que l'outil est GDPR et CCPR compliant, hein. C'est très important. Parce que ça, c'est le plus. Quand on parle aux gens du luxe, le premier truc, il faut dire ça, et après, on va vous montrer l'outil. Non, mais je pense que c'est vachement intéressant, parce que dans le sens où, encore une fois, les maisons de luxe, les groupes de luxe ont des équipes real estate, des équipes retail, mais monstrueuses. Et en fait, de voir ça, mais c'est d'avoir une techno comme ça à portée de main, ça enlève énormément de friction. Et tu as un time to market qui est très rapide. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'avais bossé à New York, je sais que les gens ont envie de manger, mais je donne une dernière info. Quand j'étais à New York, mon boss à l'époque m'avait dit, OK, il avait pris 2 marques concurrentes et m'avait dit, regarde où est-ce qu'ils sont implantés aux États-Unis et en Europe, et dis-nous, en gros, tes suggestions, où est-ce qu'on doit ouvrir. Et en fait, moi, je me suis tapé à l'époque, c'est en 2012, 2013, tout à la main, Internet, location, truc, parce qu'à l'époque, Google n'était pas Google, même si c'était à 8 ans. Et ça m'a pris un temps fou. Alors que là, typiquement, c'est l'exemple de Mickaël où en 2 secondes, je vois tout à portée de main. Donc, je pense que pour les initier et les convertir, c'est leur montrer en fait un truc qui est vraiment très simple. C'est leur montrer l'outil. C'est impossible sinon de savoir que ça existe. C'est impossible. Et en plus de ça, c'est un sujet qui est tellement abstrait. C'est-à-dire que les gens dans le luxe, la data, alors soit c'est data, ils font directement une tangente et partent sur l'intelligence artificielle, ok, alors que c'est pas vrai. Ou la data, c'est le mec typiquement de l'IT, de la BI qui fait du reporting pour les gens. Donc c'est tellement abstrait comme sujet que d'arriver et de donner en fait une techno qui arrive et qui n'est pas là pour faire du reporting, on va dire, mais pour vraiment donner des insights, ça n'existe pas. Enfin, sauf vous, à ma connaissance. Enfin, j'imagine que je ne sais pas si c'est la concurrence ou pas, mais en tout cas, bravo. Donc ouais, pour revenir au point de cerise, faut aller quoi. Faut mettre les bottes et le casque et partir prendre des clients. Ok. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou Mickaël, tu veux dire le mot de la fin? Mickaël, je pense que tu peux y aller. Une nouvelle question sur le chat. Merci en tout cas merci pour l'organisation du webinaire et merci pour ta participation, Adil. C'est super intéressant. L'outil marche sur New York. Donc, on aurait pu faire la démo sur New York. Non, mais je pense qu'on aura l'occasion hâte de voir quand il y aura une audience de 200 personnes. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, en tout cas. Mais non, c'est top, les gars. Vraiment, c'est top. Là, on est un petit comité, donc on peut être un peu friendly comme ça, mais bravo. Vraiment. Ok, parfait. Du coup, merci à tous d'avoir assisté à ce premier webinaire. On vous enverra bien sûr la présentation, les contacts. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous un bon appétit. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci les amis. beaucoup.